Deux petites sœurs jouaient sur l'herbe lors d'un pique-nique familial dans leur maison de vacances en Caroline du Nord lorsque leurs parents se sont éloignés quelques minutes pour charger la voiture. À leur retour, les filles avaient disparu et toutes les pistes étaient restées sans réponse pendant plus d'une décennie. Mais 11 ans plus tard, un blogueur filmant son aventure de chasse au trésor a remarqué un motif étrange sur son détecteur de métaux près d'un vieux chêne, et ce qui l'a déterré allait apporter des réponses que personne n'attendait. Le téléphone a sonné juste au moment où June Morrison s'installait avec son café du matin. Le numéro affiché sur l'écran lui était inconnu, mais quelque chose dans leur matinale lui serrait l'estomac, avec un sentiment d'effroi inexplicable. Elle répondit à la troisième sonnerie. « Madame Morrison, ici l'inspecteur Harrison de la police du comté de Forest. Je vous prie de venir immédiatement au poste. Nous avons découvert quelque chose en rapport avec l'affaire de vos filles. » La tasse de café glissa des doigts de June et se brisa sur le sol de la cuisine. 14 ans. Cela faisait 14 ans que personne n'avait appelé au sujet d'Emma et de Sophie. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait plus fort le téléphone. « Quoi ? Que as-tu trouvé ?» Sa voix sortait à peine un souffle, un murmure. « Madame, dit doucement l'inspecteur, je préférerais en discuter en personne. Pouvez-vous venir au poste ? C'est urgent. » Marcus, le mari de June, apparut sur le seuil, alarmé par le choc. Elle croisa son regard et, instantanément, il comprit. Même après toutes ces années, il parvenait encore à communiquer des volumes entiers sans mots lorsqu'il s'agissait de leur fille. Pendant le trajet jusqu'au poste de police, l'esprit de June repensa à cette horrible journée. Il y a 14 ans. Juillet avait été exceptionnellement chaud, parfait pour leur voyage annuel à la maison de vacances. Les filles étaient surexcitées, Emma, tout juste 4 ans, accrochée à son lapin en peluche préféré, Sophie, 7 ans, s'efforçant déjà de faire l'adulte en remplissant soigneusement sa bouteille thermos en inox celle décorée de papillons autocollants qu'elle avait elle-même décorés. Au début, le pique-nique avait été idyllique. Ils avaient étendu la couverture à l'endroit habituel, suffisamment près de la lisière du bois pour que les grands pins offrent de l'ombre, mais suffisamment loin pour observer en toute sécurité les filles jouer dans l'herbe ouverte. Sophie avait appris à Emma à faire des sauts périlleux, toutes les deux riant tandis que les petites jambes potelées d'Emma allaient dans toutes les directions sauf la droite. « Je vais commencer à faire mes bagages », avait dit June à Marcus en ramassant les assiettes en carton et les restes de sandwich. Il l'avait rejointe, et tous deux avaient fait un court trajet jusqu'à la voiture avec la glacière et les provisions de pique-nique. Cela n'a pas pu durer plus de 10 minutes, 15, tout au plus. Mais quand ils retournèrent à la couverture, les filles avaient disparu. Au début, il s'appelait d'un ton désinvolte. « Sophie. Emma. Il est temps d'y aller. » Mais à mesure que le silence se prolongeait, les appels se transformaient en cris frénétiques. Ils ont fouillé les environs immédiats. Puis j'ai appelé la police. Des équipes de recherche ont ratissé la forêt pendant des semaines. Des volontaires de 3 comtés se sont joints à l'effort. Mais c'était comme si la terre elle-même avait englouti leur fille. L'inspecteur Harrison attendait dans le hall du commissariat. Son visage était grave. Il était plus jeune que l'inspecteur qui avait initialement traité l'affaire, mais son regard exprimait le même mélange de distance professionnelle et de compassion sincère. « M et Madame Morrison, veuillez me suivre. » Il les conduisit dans une petite salle de conférence où un autre inspecteur attendait. Sur la table se trouvait une boîte à preuves scellée. Les genoux de June faillirent céder lorsqu'elle s'affala sur une chaise. Il y a 3 jours, un blogueur du nom de Mike Garrett était en forêt avec son détecteur de métaux, commença Harrison. Il a une chaîne de chasse au trésor en ligne, il publie des vidéos de ses trouvailles. Il cherchait près de la section de forêt ancienne lorsque son détecteur s'est déréglé près d'un grand chêne. Le détective sortit une photo montrant l'écran numérique d'un détecteur de métaux. Les chiffres rouges brillaient, 99. Un résultat extrêmement élevé. Il pensait avoir trouvé quelque chose de précieux ou de vieilles pièces, peut-être des reliques. Le signal était si fort qu'il a passé des heures à creuser avec soin. Harrison marqua une pause, visiblement en difficulté quant à la manière de continuer. Il a trouvé des restes humains. Et ça. Les mains gantées, le détective sortit un sac transparent contenant des preuves de la boîte. À l'intérieur se trouvait un thermos en acier inoxydable taché, sale, mais reconnaissable. June pouvait encore voir les restes décolorés d'autocollants papillons accrochés à la surface. « Non », murmura June en tendant la main vers le sac. « C'est le thermos de Sophie. Elle l'avait au pique-nique. Elle en était si fière.
Elle ne laissait même pas Emma boire dedans, car elle disait qu'Emma le rendrait collant. Sa voix s'est complètement brisée. Marcus lui saisit les épaules tandis que le détective Harrison continuait doucement. Il y avait aussi des fragments de tissu correspondant au motif du plaid vert. Le souffle de June se coupa. La robe préférée de Sophie, murmura-t-elle. Elle a insisté pour la porter pour le pique-nique, même si je lui avais dit qu'un short serait plus approprié pour jouer. Elle adorait la façon dont la jupe tournoyait. Nous avons pu récupérer suffisamment de restes pour l'identifier, dit doucement Harrison. Les dossiers dentaires ont confirmé qu'il s'agit de Sophie. La pièce pencha. June s'entendit sangloter au loin. Elle sentit les bras de Marcus l'entourer, mais elle ne parvenait pas à ressentir pleinement cette sensation. Sa fille de 7 ans, Sophie, brillante, autoritaire et belle, gisait dans le sol froid, à quelques kilomètres de l'endroit où ils avaient cherché. Toutes ces années. Tous ces espoirs désespérés. Tous ces scénarios soigneusement imaginés où les 2 filles avaient été enlevées mais maintenues en vie et élevées par quelqu'un qui ne voulait qu'avoir des enfants. Tout cela a disparu. Ça change tout, dit Harrison d'une voix calme. Ce n'est plus une affaire de disparition. C'est désormais une enquête pour homicide en cours. Nous réouvrons tout. Chaque indice. Chaque personne interrogée il y a 14 ans. Et Emma, demanda Marcus d'une voix rauque. Y avait-il des signes d'Emma? Pas à cet endroit, admit Harrison en choisissant ses mots avec soin. Mais nous élargissons immédiatement les recherches. Toutes les ressources disponibles sont déployées. Nous allons ratisser chaque recoin de cette forêt. Si Emma est... Il hésita. S'il y a quelque chose à trouver, nous le trouverons. Tu crois qu'elle pourrait être en vie? Demanda June doucement, lisant entre les lignes. Si quelqu'un les a pris, dit doucement l'inspecteur, et que seule Sophie est enterrée là, alors oui. Il faut envisager cette possibilité. On ne peut rien exclure. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin que vous restiez dans la zone pendant que nous menons les nouvelles recherches. Pouvez-vous le faire? Je sais que tu habites à 3 heures d'ici maintenant, ajouta Harrison, mais la maison de vacances. On l'a toujours, interrompit Marcus. On ne pouvait pas se résoudre à le vendre. On n'y est pas retourné depuis, mais on peut y rester. Harrison hocha la tête. Ce serait utile. Il faut tout revoir, tous ceux qui étaient là ce jour-là, tous ceux qui connaissaient votre routine, tous ceux qui ont manifesté un intérêt inhabituel pour les filles ou l'affaire. Je sais que vous avez déjà fait ça, mais avec ces nouvelles preuves, quelque chose pourrait faire tilt. Quelque chose qui ne semblait pas important à l'époque. Le regard de June se posa sur le sac à preuve, le thermos. Un objet si petit et si ordinaire pour déclencher une découverte aussi monumentale. Elle pensait à Mike Garrett, le chasseur de trésors, qui s'attendait à trouver des pièces ou des reliques, pour finalement découvrir le cauchemar de tout parent. Lecture du détecteur, 99. À la recherche d'un trésor, mais au lieu de cela, c'est la tragédie qui se présente. Quand pourrons-nous la voir? Murmura June, Sophie. Quand pourrons-nous? Le médecin légiste doit procéder à un examen complet, dit Harrison doucement. Mais oui. Après cela, nous pourrons organiser vos adieux dans les règles. 14 années d'ignorance terminées. Avec la pire réponse possible pour Sophie. Mais alors que June serrait la main de Marcus, elle sentit une étincelle minuscule, fragile de quelque chose qu'elle pensait avoir perdu à jamais. Espoir. Si quelqu'un avait pris Emma, s'il y avait la moindre chance que leur plus jeune enfant soit encore en vie quelque part, il fallait qu'il essaie. On ira à la maison aujourd'hui, dit June, se tenant debout, chancelant. Et inspecteur Harrison, merci. Merci de nous avoir appelés personnellement. Merci d'avoir géré ça avec autant de soin. L'inspecteur hocha la tête solennellement. Nous allons découvrir ce qui est arrivé à vos filles, Madame Morrison. Je vous le promets. Le gravier craquait sous leurs pneus tandis que Marcus s'engageait sur le chemin de terre familier. Le souffle de June se bloqua dans sa gorge lorsque la vieille maison de vacances apparut à travers les pins. Cela avait exactement la même apparence. Le bardage en bois patinait. La véranda enveloppant où les filles jouaient autrefois à des jeux de société les jours de pluie. La balançoire en pneus était toujours accrochée au vieil érable, sa corde était maintenant effilochée, le caoutchouc décoloré et grisé par le temps. Marcus a coupé le moteur. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment. La maison attendait. Et le passé aussi.
Personne ne voulait être le premier à ouvrir la porte, à briser le sceau de cette capsule temporelle d'une vie qui n'existait plus. On n'est pas obligé de faire ça, dit Marcus doucement. On pourrait loger dans un hôtel en ville. June secoua la tête. L'inspecteur a dit qu'il pourrait avoir besoin de nous à tout moment. Et si Emma est toujours quelque part, je veux être près d'elle. La porte d'entrée était légèrement coincée, gonflée par des années d'abandon. Lorsqu'elle céda enfin, une forte odeur de moisissure et de poussière s'engouffra à leur rencontre. De minuscules particules de poussière tourbillonnaient dans la lumière de fin d'après-midi qui filtrait par les fenêtres. Tout était exactement comme ils l'avaient laissé cette nuit frénétique d'il y a 14 ans, la nuit où ils avaient finalement arrêté d'attendre près du téléphone, fait leurs valises et étaient retournés en ville, incapables de supporter un seul instant de plus dans la maison qui résonnait de l'absence de leur fille. June se déplaçait dans les pièces comme un fantôme. Dans le salon, les photos de famille étaient encore accrochées sur la cheminée. Leur dernier Noël ensemble. Sophie, tout sourire, 2 dents de devant manquantes. Le visage d'Emma recouvert de glaçage. Une photo de la plage l'année précédente, les 2 filles, accroupies dans le sable, construisaient des châteaux de guingois avec une concentration intense. Dans la cuisine, le cœur de June se serra. Les dessins d'Emma étaient encore accrochés au réfrigérateur avec des aimants décolorés en forme d'alphabet, des personnages maladroits au crayon, étiquetés « Maman »,« Papa » et « Sophie », de l'écriture tremblante d'une enfant de 4 ans. Un dessin de travers de leur maison, des fleurs géantes et un soleil oblique. June a tracé les lignes cireuses avec des doigts tremblants. Les équipes de recherche se rassemblent au poste de garde forestier, dit doucement Marcus en lui touchant l'épaule. On devrait aller voir. On leur dit qu'on est là. Le poste de garde forestier se trouvait à la lisière de la forêt, transformé en centre de commandement. Des voitures de police, des véhicules de bénévoles et des cars de presse encombraient le parking habituellement vide. Des bandes jaunes délimitaient les zones, tandis que des agents en uniforme dirigeaient le chaos organisé. C'est à ce moment-là que June l'a vu. Le garde forestier Mitchell se tenait près d'une table pliante recouverte de cartes, désignant un groupe de bénévoles. Ses cheveux étaient plus gris, son uniforme plus serré au niveau de la taille, mais sa présence était indéniable. La même serviabilité enthousiaste. La même habitude de se placer au centre de tout. La peau de June picotait du même malaise qu'elle avait ressenti 14 ans auparavant. Mitchell était le garde forestier de service ce jour-là, ou le dernier à avoir vu leur fille vivante lors de sa ronde près de l'aire de pique-nique. Il avait été présent partout lors des premières recherches, coordonnant les bénévoles, suggérant des pistes de recherche et proposant des théories. Trop impliquée, avait-elle pensé alors. Trop intéressée par les détails de leur routine familiale, posant des questions qui dépassaient les préoccupations professionnelles. Elle le regardait maintenant guider les volontaires à travers les grilles de la carte. Son estomac se serra. Il éloignait les équipes de la partie nord de la forêt, comme il l'avait fait lors des recherches initiales. Cette zone est trop dangereuse, l'entendit-elle dire aux volontaires enthousiastes. Terrain instable. Ancien puits de mine. On va s'en tenir aux sentiers balisés pour l'instant. Mais June se souvenait de cette zone. Ils y avaient marché à maintes reprises avec les filles. Il n'y avait pas de puits de mine. Pas de terrain instable. Juste une forêt dense et des affleurements rocheux que Sophie adorait escalader. Inspecteur Harrison. June s'approcha de l'inspecteur, qui discutait discrètement avec quelques policiers. Puis-je vous parler un instant? Elle le tira à part, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que Mitchell ne pouvait pas entendre. Ce garde forestier, Mitchell, fait la même chose qu'il y a 14 ans. Il empêche les gens d'accéder à certaines zones. L'inspecteur Harrison suivit son regard. Tom Mitchell a joué un rôle essentiel dans l'organisation des bénévoles. Il connaît ces bois mieux que quiconque. C'est exactement le problème, insista June, la voix crispée. Même à l'époque, lors des premières recherches, il en savait trop. Trop de détails sur notre famille, à quelle heure on arrivait habituellement pour les pique-niques, où les filles aimaient jouer, quel sentier on préférait. Je trouvais ça bizarre, mais tout le monde disait que j'étais juste traumatisé. Il cherchait un coupable. L'expression du détective resta neutre. A-t-il déjà fait quelque chose de particulièrement suspect? Des contacts inappropriés avec vos filles? Non, mais... June peinait à exprimer ce profond et troublant instinct. C'était toujours lui qui me réconfortait. Il demandait toujours des nouvelles des filles, leur jeu préféré. Et il était le dernier à les voir.
Il a fait sa ronde près de l'aire de pique-nique 20 minutes avant qu'on remarque leur départ. Madame Morrison, dit prudemment l'inspecteur Harrison, je comprends vos inquiétudes. Mais sans preuve concrète, je ne peux pas me fier à mon intuition. Mitchell a un dossier impeccable. Il a participé à des dizaines de recherches au fil des ans. Avant que June ne puisse répondre, une ombre tomba sur eux. Mitchell. Son visage buriné était marqué par l'inquiétude, sa voix portait ce même ton trop familier dont elle se souvenait trop bien. June Morrison, la salua-t-il d'une voix douce. J'ai entendu dire que tu étais de retour. Je suis vraiment désolé pour Sophie. Je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de penser à tes filles. Il ne se passe pas un seul jour sans que je me pose la question. Il tendit la main comme pour toucher son bras, mais June recula instinctivement. Ses yeux vacillèrent quelque chose de vif, quelque chose de froid avant qu'il ne le masque sous sa façade compatissante. J'aimerais vous aider autant que je peux, a-t-il poursuivi. D'ailleurs, je pourrais vous montrer l'endroit exact où les filles ont été vues pour la dernière fois. Parfois, retourner à un endroit peut réveiller des souvenirs. Des détails qui auraient pu passer inaperçus. Il sourit doucement. J'ai une pause dans environ 1 heure si tu veux que je t'y emmène. C'est très gentil à vous, intervint Marcus en s'approchant de June d'un pas protecteur. Mais nous ne sommes pas encore prêts. Le visage de Mitchell resta neutre, mais ses yeux s'attardèrent sur June. Bien sûr. Dès que tu seras prête. Je serai là. Je serai toujours là. Alors qu'il s'éloignait, June serra la main de Marcus. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Je l'ai senti à l'époque, et je le ressens encore. Marcus lui serra les doigts. Je sais. Mais l'inspecteur a raison, il nous faut des preuves. Pour l'instant, on observe. On attend. June hocha la tête, mais tandis qu'elle regardait Mitchell retourner à ses cartes détournant une fois de plus les équipes de la section nord avec ses préoccupations de sécurité, élaborées, elle ne pouvait se débarrasser de cette certitude glaçante. La réponse à la disparition de ses filles se trouvait juste devant elle depuis le début. Plus tard, June remplissait la cafetière pour ce qui semblait être la 100e fois lorsqu'elle entendit le bruit d'une portière de voiture claquant à l'extérieur. Par la fenêtre de la cuisine, elle vit son frère Daniel sortir de son SUV, le visage crispé par l'inquiétude. Il avait conduit pendant 6 heures depuis la ville, en dépassant la limite de vitesse tout le long du trajet. « June », dit-il en la serrant violemment dans ses bras dès qu'elle ouvrit la porte. « J'ai tout laissé tomber dès que j'ai appris ça. Je n'arrive pas à croire qu'ils ont retrouvé Sophie. Mais Emma, il y a encore de l'espoir pour Emma, non ?» June hocha la tête contre son épaule, respirant le réconfort familier de son jeune frère. Daniel avait toujours été protecteur envers les filles, l'oncle rigolo qui apportait trop de cadeaux, qui leur apprenait des tours de cartes lors des réunions de famille. La police intensifie ses recherches, murmura-t-elle. Il pense que celui qui les a enlevés pourrait avoir retenu Emma. Alors on la retrouvera, dit Daniel fermement. Quoi qu'il en coûte. En quelques heures, la maison de vacances autrefois silencieuse s'est transformée en un centre de commandement improvisé. La famille élargie arriva par vagues, les cousins que June n'avait pas vus depuis des années, la sœur de Marcus, venue de la côte, de vieux amis qui avaient participé aux recherches il y a des années. Les pièces poussiéreuses s'emplirent de voix, de provisions et de l'énergie tenace née de la douleur et de l'espoir. La tante de June s'est emparée de la cuisine avec une précision militaire, coordonnant la nourriture pour les équipes de recherche. Les voisins ont apporté des cocottes et des thermos à café. Quelqu'un a organisé une chaîne téléphonique. La table à manger a disparu sous les cartes et les coordonnées du quadrillage. Lors du briefing de l'après-midi du poste de garde forestier, le détective Harrison s'est adressé aux bénévoles rassemblés. Daniel se tenait près de l'avant, écoutant attentivement tandis que le détective lui montrait une carte agrandie. Les restes ont été découverts ici, a expliqué Harrison. Nous étendons les recherches à toutes les directions, en nous concentrant particulièrement sur les zones présentant un relief similaire, forêt ancienne, circulation piétonnière réduite. Daniel leva la main. Pouvez-vous nous en dire plus sur la découverte du détecteur de métaux? Quels réglages ont permis de détecter le thermos? Le détective cligna des yeux, légèrement déstabilisé par la question technique. La vidéo du blogueur montrait qu'il utilisait le mode de discrimination pour les métaux non ferreux. La mesure était de 99 cm. C'est élevé, dit pensivement Daniel. L'acier inoxydable déclencherait ça.
Nous avons d'autres détecteurs disponibles, différentes fréquences pourraient détecter d'autres objets, fermetures éclairs, bijoux, boutons que les filles auraient pu porter. June ressentit une vague de gratitude pour la lucidité de son frère. La foule murmurait. Les équipes de recherche s'organisèrent. Et le soleil commença à se coucher derrière les arbres. Quelque part, la forêt gardait encore ses secrets. Et June savait, il ne partirait pas tant qu'il n'aurait pas découvert la vérité. Alors que d'autres étaient émotifs, Daniel se concentrait sur la méthodologie, sur des moyens concrets d'aider. Nous disposons de plusieurs unités de détection, a confirmé l'inspecteur Harrison. Les équipes formées seront déployées de manière stratégique. June remarqua que le ranger Mitchell observait leur famille de l'autre côté de la pièce, son regard particulièrement fixé sur Daniel. Il y avait quelque chose de trop délibéré dans sa façon de le fixer. Alors que les volontaires commençaient à s'inscrire pour les secteurs de recherche, Daniel s'est dirigé sans hésitation vers le presse-papier pour le cadran nord. « Je vais prendre la section N7, a-t-il annoncé, en désignant la zone que Mitchell avait précédemment décrite comme dangereuse. Mitchell intervint rapidement, la voix ferme. « C'est un terrain difficile. Déconseillé aux civils. Il vaut mieux. » « Je suis un randonneur expérimenté, interrompit Daniel d'une voix douce. J'étais membre du club d'alpinisme à l'université. Je peux affronter les terrains accidentés. Mitchell serra les dents. Mais avant qu'il puisse protester davantage, d'autres volontaires s'inscrivaient déjà dans les secteurs adjacents. L'instant passa, mais June observa attentivement l'échange. Pourquoi Mitchell était-il si déterminé à éloigner les gens de cette zone? Les recherches ont commencé à l'aube du lendemain matin. June rejoignit l'équipe de son frère, accompagné de Marcus et de plusieurs cousins. Ils avancèrent prudemment dans la forêt, à une distance d'un bras les uns des autres, scrutant les sous-bois à la recherche de la moindre trace. Au bout de 3 heures, une bénévole nommée Carole s'est soudain écriée, la voix haletante d'excitation. « J'ai trouvé quelque chose. Regardez, c'est un ruban. » Tout le monde s'est rassemblé. Accroché à une branche basse, un petit ruban à cheveux délavés, effiloché, mais toujours d'un rose reconnaissable. Daniel s'avança avec les autres, s'agenouillant pour l'examiner. Ça pourrait être à Emma. June, tu te souviens si elle portait des rubans dans les cheveux? June fixait le morceau de tissu, son cœur battant douloureusement. Oui, elle en portait. Mais je ne peux pas dire avec certitude si celui-ci est à elle. Il aurait pu être là depuis des années, et appartenir à n'importe qui. Quand même, murmura Daniel, on devrait l'arrêter. Chaque preuve compte, non? Alors que le photographe de la police documentait la découverte, June remarqua que Mitchell était soudainement apparu près de la limite des arbres, alors qu'il était censé superviser un secteur complètement différent. Debout à la lisière de la forêt, il observait attentivement leur groupe. Quand elle croisa son regard, il lui offrit ce même sourire fin et inquiet avant de se fondre à nouveau dans les arbres. « Marcus, » murmura June à son mari, « Mitchell n'arrête pas de surgir partout où nous sommes. Tu ne trouves pas ça bizarre? » Mais Marcus n'écoutait pas. Il observait Daniel, qui s'était éloigné du groupe, parlant avec urgence dans son téléphone portable, faisant les 100 pas, sa main libre se passant sans cesse dans les cheveux. Après quelques minutes, Daniel raccrocha et retourna vers eux. « Et, je dois retourner en ville, » dit-il d'un ton léger. « Récupérer du matériel pour les équipes de recherche. On commence à en avoir peu, eau, barres énergétiques, premiers secours. Je viens avec toi, proposa aussitôt Marcus. C'est beaucoup à porter tout seul. Non, non, dit Daniel trop vite. Reste ici avec June. Je serai plus rapide tout seul. Et puis, il y a quelque chose que je dois vérifier au des trucs du boulot. Même avec tout ça, certains incendies ne peuvent pas attendre. June regarda son frère se précipiter vers le parking, son malaise grandissant. Son urgence lui semblait exagérée pour une simple course de ravitaillement. Et derrière elle, elle sentait Mitchell l'observer aussi. « Est-ce que Daniel t'a semblé bizarre ?» demanda-t-elle doucement à Marcus. Marcus hésita. Peut-être qu'il est juste stressé. Nous le sommes tous. Mais June n'était pas convaincue. Tout le monde semblait observer Mitchell. Et s'il regardait dans la mauvaise direction? Plus tard dans l'après-midi, elle prit la route vers la ville, la liste de fournitures froissée dans sa main. Les équipes de recherche s'occupaient de l'eau et des premiers secours plus vite que prévu. Se porter volontaire pour courir à la pharmacie lui donnait une excuse non seulement pour aider,
mais aussi pour s'échapper de cette maison étouffante, où chaque recoin murmurait de vieux souvenirs. En entrant dans le centre commercial, elle a immédiatement repéré le SUV noir de Daniel. Mais au lieu de se garer près de l'entrée principale de la pharmacie, son véhicule est resté seul sur le parking arrière, en marche arrière dans un coin, positionné pour une sortie rapide. June fronça les sourcils. Daniel avait dit qu'il rentrait chez lui à 40 minutes de là-haut pour un appel professionnel urgent. Alors, pourquoi était-il là? Elle s'est garée devant et s'est assise un moment, un picotement froid lui parcourant le cou. Pourquoi mentir sur sa destination? Et pourquoi se garer comme ça? Elle attrapa son sac et entra, se disant qu'elle allait simplement prendre ce dont l'équipe avait besoin. Les portes automatiques s'ouvrirent brusquement, libérant une bouffée d'air froid. Elle parcourut les allées en silence, s'attendant à trouver Daniel près du rayon snack, en train de faire le plein de barres de céréales. Au lieu de cela, elle l'a repéré au comptoir de la pharmacie. Un panier débordait à ses pieds. June s'arrêta, à moitié caché derrière un présentoir de vitamines, le souffle coupé. Daniel déchargeait le panier, des paquets en vrac de produits d'hygiène féminine, des dizaines des bouteilles d'antiseptiques de taille industrielle, de la gaze, du sparadrap médical, des barres protéinées, suffisamment d'eau en bouteille pour remplir un bunker. C'est une sacrée prise, commenta légèrement la pharmacienne en commençant à scanner les articles. Votre troisième gros achat de la semaine, n'est-ce pas? Remplir un abri, ou quelque chose comme ça? Le rire de Daniel était faible et forcé. Quelque chose comme ça. Juste, la saison des ouragans, tu sais? J'aime être préparé. La pharmacienne haussa un sourcil. Les montagnes n'étaient pas vraiment connues pour leurs ouragans, mais elle continua à scruter les environs. June recula encore davantage, son esprit s'emballant. Pourquoi Daniel aurait-il besoin d'autant de produits d'hygiène féminine? Il vivait seul. Il était célibataire depuis 5 ans. Ce sera tout, demanda le pharmacien. Ouais, marmonna Daniel en cherchant son portefeuille. 487,23 $, s'il vous plaît. C'est alors qu'il a repéré June. Son visage oscilla entre la surprise, l'alarme, puis se transforma en un sourire figé. June. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle s'avança lentement. Je récupère du matériel pour les équipes de recherche. J'ai vu ta voiture. Je voulais vérifier si tu avais besoin de quelque chose. Ses yeux se posèrent sur la pile grandissante de sacs en plastique. C'est, beaucoup de fournitures. Le visage de Daniel devint rouge foncé. Oh, ça? Je fais un don. Il y a un refuge pour femmes, tu sais, ils ont lancé une demande de fourniture. C'est juste, je suis moi-même, toujours prête à aider. Le mensonge planait épais entre eux. June n'avait jamais vu Daniel se porter volontaire pour quoi que ce soit. Jamais. Et l'énergie nerveuse qui émanait de lui donnait la chair de poule. Je dois vraiment y aller, ajouta-t-il, la voix trop aiguë, en poussant sa carte de crédit vers le pharmacien. Cet appel professionnel, je ne peux pas faire attendre le client. Il attrapa maladroitement les sacs, manquant d'en laisser tomber un. Alors qu'il se précipitait vers la sortie, June le suivit de loin. Dehors, elle le regarda fouiller dans ses clés et laisser tomber un sac. Alors qu'il se baissait pour l'attraper, le haillon arrière du SUV s'est soulevé et June a aperçu l'intérieur. Cadenas neuf. Toujours dans leur emballage. Une bobine de corde jaune vif. Encore de l'eau en bouteille. Encore des cartons. Daniel fourra les sacs à la hâte à l'intérieur et claqua la trappe. Mais pas avant que June en ait vu assez. Il monta sur le siège conducteur et sortit du parking en trombe, les pneus crissant. Cette nuit-là, June ne pouvait se concentrer sur rien. Elle picorait le ragoût que quelqu'un avait apporté, son appétit disparut, tandis que Marcus racontait les progrès des recherches de la journée. Mais son esprit était fixé sur Daniel. Finalement, elle l'a laissé échapper. À la pharmacie, Daniel a acheté toutes ses fournitures. Des médicaments. De la nourriture. Des produits d'hygiène féminine. Et le pharmacien a dit que c'était son troisième gros achat cette semaine. Il avait des cadenas dans sa voiture. De la corde. Marcus posa sa fourchette en fronçant les sourcils. Peut-être qu'il voit quelqu'un. Tu sais à quel point il peut être discret. Marcus, dit June sèchement, il achetait des produits d'hygiène féminine en gros. Des boîtes. Il ne sortait avec personne.
Et il posait des questions étranges aux enquêteurs sur la collecte de preuves, la préservation de l'ADN. Pourquoi aurait-il besoin de savoir ça? Marcus se frotta le visage, l'air fatigué. Tout le monde est sur les nerfs. Peut-être qu'il se prépare trop. Mais June secoua la tête. Elle n'y croyait pas. Pas plus. Et alors qu'elle était allongée dans son lit cette nuit-là, les yeux fixés sur le plafond, ses pensées tourbillonnaient. Les provisions. Les mensonges. L'expression paniquée qu'il avait en la voyant. Tout le monde regardait Mitchell. Mais peut-être. Ils regardaient tous le mauvais homme. June fixait le plafond, observant les ombres des pins danser sur les vieilles poutres en bois. À côté d'elle, la respiration de Marcus était profonde et régulière, mais le sommeil lui échappait complètement. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage coupable de Daniel dans la pharmacie, les serrures de sa voiture, la façon dont il avait fui comme un homme pris sur le fait. À 3 heures du matin, elle n'en pouvait plus. Elle secoua doucement l'épaule de Marcus. « Marcus, réveille-toi. S'il te plaît. J'ai besoin de te parler. » Il remua, groggy. « Qu'est-ce qu'il y a? » Il s'agit de la recherche, il s'agit de Daniel. Les mots se déversaient dans l'obscurité, essoufflés et urgents. Je n'arrête pas de penser à son comportement. Les fournitures de la pharmacie, ses disparitions répétées aux heures prévues, sa nervosité, quelque chose ne va pas. Marcus s'assit et se frotta les yeux. June, c'est ton frère. Tu le connais depuis toujours. C'est exactement le but. June a allumé la lampe de chevet et a pris son téléphone. Je fouillais dans mes vieilles photos sur le cloud pour trouver d'autres photos des filles pour la police. Regardez ça. Elle lui a montré photo après photo. Daniel à la maison de vacances le 4 juillet. Daniel à la chasse aux œufs de Pâques. Daniel apparaissant en arrière-plan sur des photos où elle ne se souvenait même pas de sa présence. Il venait bien plus souvent que dans mes souvenirs, murmura June, parfois, il débarquait sans y être invité. Il connaissait nos habitudes, quand nous étions là où les filles aimaient jouer. June. La voix de Marcus portait un avertissement discret. Je sais ce que ça peut paraître, elle pressa ses paumes contre ses yeux, le souffle court, mais souviens-toi de ce qu'a dit l'inspecteur Harrison lors de l'enquête initiale, c'est souvent la dernière personne qu'on soupçonne. Celle que personne ne regarde à 2 fois. Elle déglutit. On parle de Daniel. Il adorait les filles. Peut-être trop. Les mots semblaient être du poison sur sa langue. Et aujourd'hui, il a demandé expressément si des chiens policiers seraient utilisés pour les recherches de demain. Il a dit qu'il était allergique. Mais Marcus. Daniel n'a jamais été allergique aux chiens. Tu te souviens? Il avait ce berger allemand depuis des années. Ils restèrent assis dans un silence pesant pendant de longues minutes. Le poids de la suspicion s'installa entre eux, épais et inexprimé, comme une troisième présence dans la pièce. Même si quelque chose ne va pas, dit Marcus prudemment, on ne peut pas l'accuser simplement à cause de ses habitudes de consommation étranges et de sa nervosité. Tout le monde se comporte bizarrement en ce moment. Regarde Mi. Es-tu convaincu qu'il est impliqué aussi? Et si on lui parlait tout simplement, suggéra doucement June. Demain matin, on va chez lui. On met les choses au clair. S'il y a des explications raisonnables à tout ça, on les écoutera. On ne peut pas continuer à lui cacher ses soupçons. Marcus hocha lentement la tête. Tu as raison. Mieux vaut l'affronter directement. Mais June, il faut faire attention à la façon dont on aborde la situation. Si on se trompe, ça pourrait détruire ma relation avec lui. Je sais, murmura June, mais si nous avons raison, et que nous ne faisons rien. Ils ont convenu de rendre visite à Daniel dès le matin, avant que les recherches ne reprennent. June s'est finalement endormie d'un sommeil agité vers 5 heures du matin, ses rêves remplis de détecteurs de métaux hurlant des numéros et du SUV de Daniel s'éloignant dans l'obscurité. Elle fut réveillée en sursaut par la sonnerie du téléphone de Marcus. Le soleil filtrait déjà par les fenêtres. Ils avaient trop dormi. Inspecteur Harrison, murmura Marcus au téléphone, la voix étouffée par le sommeil. Oui, c'est Marcus Morrison. June regarda l'expression de son mari changer, devenant alerte, puis tendue. Maintenant? Mais on était sur le point de. Il marqua une pause, écoutant, la confusion grandissante. Je ne comprends pas, des preuves concernant mes collègues?
Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? June s'assit, son cœur commençant à battre la chamade. Que se passe-t-il? Marcus couvrit le téléphone avec sa main. Ils ont besoin de moi au poste. Immédiatement. Quelque chose à propos de nouvelles preuves, quelque chose qui pourrait lier des gens de mon bureau, d'il y a 14 ans. Ils m'ont expressément demandé de venir seul. Des informations sensibles, ont-ils dit. Il était déjà en train d'enfiler ses vêtements. Je suis désolé. Je sais qu'on était censé parler à Daniel. Vas-y, murmura June, bien que le malaise se torde comme un nœud en elle. Cela pourrait être important. Marcus l'embrassa sur le front. Je reviens dès que possible. Attends peut-être que je sois de retour avant de parler à Daniel. Mais tandis que June écoutait le bruit de la voiture qui s'éloignait, elle savait au fond d'elle-même qu'elle ne pouvait pas attendre. Les questions la rongeaient. Elle allait chez Daniel, juste pour parler, juste pour mettre les choses au clair. Quel mal y aurait-il à parler à son propre frère? Elle s'habilla rapidement, essayant d'ignorer la voix calme dans son esprit qui lui murmurait des avertissements. Daniel était de la famille. Il fallait des explications innocentes. Il fallait bien. June s'est garée dans l'allée de Daniel, ses mains tremblantes sur le volant. Sa maison était située sur un terrain de 5 acres, laissé par son père, suffisamment loin des voisins pour garantir une intimité absolue. Elle avait toujours trouvé étrange que Daniel choisisse un tel isolement après son divorce. Mais maintenant, cet isolement lui semblait sinistre. Daniel ouvrit la porte toujours en pyjama, visiblement surpris. « June? Que fais-tu ici si tôt? Il faut qu'on parle, dit-elle en s'efforçant de garder une voix ferme. D'hier. De tout. Son expression s'est transformée en inquiétude. Bien sûr. Entrez. Je vais préparer du thé. Elle le suivit dans des pièces familières, des photos de famille alignées dans le couloir. Elle était là, tenant la petite Emma. Il y avait les filles avec Daniel à Noël. Des photos de famille normales, désormais entachées par le poids de la suspicion. Dans la cuisine, Daniel remplissait la bouilloire, chaque mouvement précis, contrôlé. Je sais que j'ai un comportement étrange, dit-il sans se retourner. Toute cette histoire avec Sophie, la recherche d'Emma, ça fait remonter beaucoup d'émotions. June émit un son évasif, ses yeux scrutant la pièce. C'est à ce moment-là qu'elle les a vus. Des reçus éparpillés sur le comptoir près de son ordinateur portable. Elle s'est rapprochée. Serrures industrielles d'une quincaillerie. Plusieurs colis. Panneaux de mousse acoustique. Son estomac se noie. Pourquoi aurait-on besoin de matériaux d'insonorisation? Un autre reçu a attiré son attention, des feuilles de polyéthylène très résistantes, de l'eau de javel industrielle et de la soude caustique. À travers la fenêtre de la cuisine, quelque chose d'autre attira son attention. À l'extrémité de la propriété, à moitié caché par des buissons envahissants, se trouvait l'ancien bunker anti-tempête. Elle avait même oublié que cela existait. Leur père l'avait construit dans la paranoïa de la guerre froide. En béton armé, enterré. Daniel prétendait l'avoir scellé des années auparavant. Il disait que c'était dangereux. Mais la végétation autour de l'entrée avait été fraîchement défrichée. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant, Junie? La voix de Daniel résonna soudain derrière elle, n'étant plus au fourneau. Son cœur fit un bond. Son visage avait changé. Le masque du frère inquiet avait glissé, révélant quelque chose de plus froid, quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas. Je viens de... Elle fit un geste faible vers les reçus. Ils étaient juste là. Il pencha la tête, la voix basse. Tu as toujours été trop curieux. Sa main se dirigea nonchalamment vers le bloc à couteau sur le comptoir. Toujours fouiller là où il ne faut pas. Comme ce jour-là, au pique-nique. Quoi? Sa bouche est devenue sèche. Tu aurais dû les surveiller, murmura-t-il. Ses doigts s'enroulèrent autour du manche d'un grand couteau de cuisine. Au lieu de ça, tu étais tellement concentré sur le ménage. Que tout soit parfait. À courir d'un côté à l'autre de la voiture. À les laisser tranquilles. Daniel, qu'est-ce que tu dis? Elles étaient si belles, June, dit sa voix rêveuse et étrange. Si parfaites. Si innocentes. Je les ai vues grandir, à chaque visite, à chaque fête. Emma, avec ses grands yeux marrons. Sophie, intelligente, pleine d'entrain. Un frisson parcourut l'échine de June.
Ils étaient destinés à être préservés, murmura-t-il. Protégés. Préservés de la laideur du monde. June se dirigea vers la porte. Je dois appeler Marcus. Daniel se déplaça plus vite qu'elle ne l'avait prévu, lui bloquant le chemin. Le couteau brillait sous la lumière de la cuisine. Tu ne vas nulle part, siffla Théil. Tu gâches toujours tout. Tu l'as toujours fait. Daniel, s'il te plaît. Ils étaient à moi, explosa Théil en crachant. Je les ai aimés plus que tu ne pourrais jamais l'être. Toi et Marcus, si insouciants, si ingrats avec des cadeaux si précieux. Ce jour-là, au pique-nique, quand je les ai vus seuls, c'était le destin. Le moment que j'attendais. Les jambes de June ont failli lâcher. Tu les as pris. Je les ai sauvés, grogna Daniel, le visage déformé par une fureur vertueuse. Je les ai empêchés de grandir amers et brisés comme le reste d'entre nous. Il lui attrapa le bras, le couteau appuyant contre ses côtes. Allez, viens, murmura-t-il. Puisque tu es si curieuse de mes achats, laisse-moi te montrer à quoi ils servaient. Il la força à sortir par la porte de derrière et à traverser la cour en direction du bunker. June réfléchissait à toute vitesse, cherchant désespérément un moyen de s'échapper, mais Daniel maintenait fermement le couteau appuyé contre son flanc. Je l'ai gardée parfaite pendant 14 ans, murmura-t-il tandis qu'il marchait. Ma petite Emma. Sophie était trop difficile, trop têtue, toujours en pleurs. Mais Emma. Emma était assez jeune pour oublier, pour apprendre qu'oncle Danny était tout son univers. Il manipula maladroitement un lourd cadenas sur la porte du bunker, puis l'ouvrit. Des marches de béton descendaient dans l'obscurité. L'air sentait la terre humide, et pire encore, l'occupation humaine. Un courant pourri et malsain montait. Bouge, aboya Théil en la poussant vers les marches. June trébucha. Des bandes LED alimentées par batterie fournissaient un éclairage faible et maladif, le temps que ses yeux s'habituent. Et puis, l'horreur la frappa comme un coup de poing. L'espace avait été transformé en un espace de vie déjanté aussi tant est qu'on puisse parler de vie. Des toilettes chimiques étaient installées dans un coin, des piles de conserves et de cartons d'eau bordaient un mur, et un lit étroit était entouré de sangles en cuir. Et dans le coin le plus éloigné, blotti sous une pile de couvertures usées, était assise une jeune femme. Oncle Danny ? La voix était aiguë, enfantine, malgré le corps d'un jeune homme de 18 ans. Qui est-elle ? Je n'aime pas les inconnus. Les genoux de June fléchirent. Même après 14 ans, malgré ses joues creuses et ses cheveux emmêlés, elle connaissait ce visage. Emma, souffla Théil. Emma pencha la tête, confuse. Comment connais-tu mon nom, oncle Danny ? Tu as dit que personne d'autre ne me connaissait. Tu as dit que j'étais ta petite amie secrète. La porte du bunker claqua au-dessus d'eux, les pas lourds de Daniel grinçant dans l'escalier tandis qu'il descendait, couteau toujours à la main. Le bruit métallique de la porte résonna dans les os de June. Elle entendit le cadenas s'enclencher. Puis les pas de Daniel, qui allait et venait, comme un animal en cage. Sa voix étouffée s'estompa. Des mots indistincts. Un ton agité. Il se disputait avec lui-même. June se tourna vers sa fille, son bébé devenu une jeune femme qu'elle reconnaissait à peine. Emma s'était recroquevillée dans un coin, les bras autour de ses genoux, se faisant aussi petite que possible. Emma, ma chérie, murmura doucement June en se rapprochant. C'est bon. Je ne te ferai pas de mal. Oncle Danny n'aime pas quand je parle aux étrangers, murmura Emma, sa voix chantante et figée dans l'enfance. Je suis censé rester dans mon coin, sauf avis contraire. Vous êtes de la police ? Oncle Danny dit que la police va m'emmener, et me faire du mal. Le cœur de June s'est brisé en morceaux. Non, ma puce. Je ne suis pas la police. Je suis. Elle n'arrivait pas à le terminer. Comment expliquer quelle était la mère qu'Emma avait été obligée d'oublier après un lavage de cerveau ? Elle tendit prudemment la main, mais Emma tressaillit violemment, se pressant contre le mur de béton. Pas de contact. Oncle Danny dit que personne d'autre ne peut me toucher. Seulement oncle Danny. Je suis sa petite amie. Les réponses programmées, les schémas de langage infantile sortis de la bouche d'un adolescent de 18 ans, c'était grotesque. June voyait des années de conditionnement systématique dans chaque tic, chaque phrase. Son enfant, son véritable enfant, avait été brisé et reconstruit selon le fantasme tordu de Daniel. Au-dessus d'eux, les pas s'arrêtèrent.
June entendit le cliquetis du cadenas. Puis la porte s'ouvrit en grinçant. La lumière du soleil dévalait les escaliers, dessinant la silhouette de Daniel. Il descendit lentement, et le sang de June se glaça. Dans ses mains, une bâche de chantier bleue et une bobine de corde. Ses mouvements étaient désormais méthodiques. Résigné. Il est temps de partir, Emma, dit-il d'une voix étrangement calme. On part en voyage. En forêt. La forêt? Le visage d'Emma s'illumina faiblement. On va voir des oiseaux. Tu m'avais promis qu'on pourrait en voir un jour. C'est vrai. La voix de Daniel était douce, presque tendre. Il s'approcha d'elle, et June vit la terrible certitude dans ses yeux. Mais d'abord, tu dois prendre ton médicament spécial. Le somnifère. Non. La voix de June se brisa. Elle se jeta entre eux. Tu ne la touches pas. Le visage de Daniel se tordit de rage. Elle est trop vieille maintenant. Tu ne comprends pas? Elle a grandi. Je l'ai gardée aussi longtemps que j'ai pu. Mais regarde-la. Elle est ruinée. Il saisit brutalement le bras d'Emma et la redressa. Emma gémit doucement, mais ne résista pas, conditionnée à obéir. J'aurais dû me débarrasser d'elle il y a des années, grogna Daniel en la traînant vers les escaliers. Un jour, elle a commencé à changer. Mais j'étais faible. Je pensais pouvoir préserver quelque chose de pur. Daniel, s'il te plaît, supplia June en le suivant de près, le désespoir lui brûlant la gorge. C'est ta nièce. Tu l'aimais. Je amour, elle, siffla-t-il. C'est pourquoi elle doit partir maintenant. Avant qu'il ne reste plus rien de ce qu'elle était. Son emprise sur Emma se resserra. Sophia comprenait trop de choses. Toujours en pleurs. Toujours en lutte. J'ai dû la faire taire au bout de quelques mois seulement. Mais j'ai été intelligent, murmura-t-il, une fierté hideuse dans la voix. Je l'ai enterrée près de la maison de vacances, assez loin pour que personne ne puisse la relier à moi. Assez près pour que, lorsqu'il retrouverait enfin les os, il penserait que les deux filles sont mortes ensemble. La distraction parfaite. Ça m'a permis de gagner 14 années de plus avec Emma. June secoua la tête avec incrédulité. Mon mari va revenir d'un instant à l'autre. La police va me chercher. Daniel rit, d'un rire sombre et amer. Marcus? À la gare? Ça va prendre des heures. Toute cette paperasse. Toutes ces questions sur ses supposés antécédents de voyage. Incroyable ce qu'une information anonyme peut faire. Il commença à monter les escaliers, entraînant Emma, confuse et obéissante, qui n'arrêtait pas de poser des questions à voix basse sur les oiseaux qu'ils allaient voir. Et quelque chose à l'intérieur de June s'est brisé. Ce n'est pas son bébé. Pas encore. Quand Daniel atteignit le haut des escaliers, jonglant avec Emma et la bâche, June se jeta sur lui au pur instinct, pure fureur. Elle lui fonça dans le dos, le faisant trébucher en avant. Son emprise sur Emma se relâcha. Plus grave encore, le couteau de chasse à sa ceinture s'écrasa sur le béton. June plongea. Ses doigts se refermèrent sur la poignée au moment même où Daniel réalisait ce qui s'était passé. Chienne. Il se jeta sur June, mais elle était déjà en mouvement. Poussée par la terreur et l'adrénaline, elle s'élança dans les escaliers, le couteau serré dans son poing, son cœur battant si fort qu'il couvrait presque le bruit des bottes de Daniel derrière elle. Elle fit irruption dans la maison, Daniel à quelques secondes derrière elle. Le téléphone. Le téléphone fixe était sur le comptoir de la cuisine. Elle l'attrapa, les doigts tremblants, et composa les numéros. 9-1-1. 911, quelle est votre urgence? Ici June Morrison. Je suis au 445 Outside Drive. Ma fille, Emma, est là. La jeune fille disparue il y a 14 ans. Mon frère, Daniel Morrison, est le ravisseur. Envoyez la police. Tout de suite. Daniel s'arrêta brusquement sur le seuil de la cuisine. Son visage oscillait entre fureur et peur lorsqu'il réalisa que c'était elle qui avait appelé. Le répartiteur posait des questions, mais June continuait à crier l'adresse, les mots jaillissant de ses lèvres. Elle est dans le bunker, ma fille, elle est vivante. Envoyez de l'aide. S'il vous plaît. Pendant un instant, Daniel resta figé. Puis l'instinct de survie prit le dessus. Il pivota, attrapa ses clés de voiture et se précipita dehors.
June entendit le moteur du SUV rugir. Des gravillons craquèrent tandis que le véhicule dévalait l'allée en crissant. Il s'enfuit, Alta TL au téléphone. SUV noir aux plaques d'immatriculation. Mais les numéros ne venaient pas. Ma fille est dans le bunker. Elle est vivante. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Lâchant le téléphone, June s'est mis à courir. Retour au bunker. Retour à Emma. La fille n'avait pas bougé des marches, se tenant là où Daniel l'avait laissée, confuse. Où est l'oncle Danny, demanda-t-elle doucement. Il a dit que nous allions voir des oiseaux. June prit sa fille dans ses bras, les mains tremblantes. Elle sentait la maigreur d'Emma sous ses vêtements trop grands. La fillette se raidit, mal à l'aise au toucher, mais ne résista pas. C'est bon, murmura June encore et encore, la voix brisée. Tu es en sécurité maintenant. Tu es en sécurité. Les sirènes hurlèrent plus fort, emplissant l'air jusqu'à être omniprésentes. Des voitures de police s'engagèrent dans l'allée en criant, les policiers en surgissant, armes au poing, jusqu'à ce que June hurle que le suspect avait pris la fuite. Elle aida Emma à monter les escaliers, à la lumière du jour. Emma leva une main pâle pour protéger ses yeux, plissant les yeux contre le soleil une luminosité dont elle se souvenait à peine. « Madame, je suis l'inspecteur Harrison », s'approcha un homme avec prudence, d'une voix douce mais professionnelle. « Est-ce Emma ?» Emma cligna des yeux, sa voix plate, rêveuse. « Quand est-ce que tonton Danny revient ? Il a dit qu'on allait quelque part. Je n'aime pas quand les plans changent. » Le visage du détective devint impassible, mais June vit l'horreur scintiller dans ses yeux. Il appela des ambulances. D'autres policiers arrivèrent. 2 d'entre eux descendirent dans le bunker. June entendit l'un d'eux jurer violemment. Un jeune officier est sorti quelques instants plus tard, le visage vert, titubant vers les buissons pour vomir. L'inspecteur Harrison continua de documenter la scène, ses mouvements sombres et méthodiques. Il nota les attaches sur le lit, les rayures sur les murs de béton certaines anciennes, d'autres récentes et le calendrier où Daniel avait soigneusement noté les jours avec des notes que June ne supportait pas de lire. À leur arrivée, les ambulanciers s'approchèrent lentement d'Emma, d'une voix calme et rassurante. Elle n'arrêtait pas de demander des nouvelles de son oncle Danny, se demandant s'il était en colère contre elle, si elle avait fait quelque chose de mal. « Vous n'avez rien fait de mal », lui assura un ambulancier en vérifiant ses signes vitaux. « Vous avez été très courageuse. » « Oncle Danny dit que je suis courageuse quand je prends mes médicaments sans pleurer, » répondit Emma. « Vais-je prendre des médicaments maintenant » demanda-t-elle, les yeux écarquillés d'inquiétude. À cet instant, la voiture de Marcus remonta l'allée dans un crissement de pneus. Il se tendit, ayant entendu quelque chose sur le scanner de la police. Lorsqu'il vit Emma vivante, debout, et pourtant si changée, il s'effondra à genoux, bouleversé. « Emma » murmura-t-il. « Oh mon Dieu !» Emma. Emma pencha la tête, perplexe. Qui est cet homme? Pourquoi pleure-t-il? Oncle Danny n'aime pas pleurer. Il dit que c'est moche. Les ambulanciers guidèrent doucement June et Emma vers l'ambulance, leur expliquant qu'ils devaient les transporter à l'hôpital pour des examens. Emma monta de bon cœur, demandant toujours quand oncle Danny reviendrait, s'il serait à l'hôpital et si elle avait été sage. Alors que les portes de l'ambulance se fermaient, June serra la main de sa fille vivante, respirante, et pourtant la connaissant à peine. Aux urgences, un chaos contrôlé régnait autour d'eux. À voix basse mais pressante, les infirmières séparèrent June et Emma, June vers une salle de soins pour ses contusions et son état de choc, Emma vers une chambre psychiatrique sécurisée où les attendaient des spécialistes. « Je dois rester avec elle », protesta June alors qu'il lui posait un brassard de tensiomètre et examinait ses blessures. « Madame, votre fille a besoin de soins spécialisés immédiatement », expliqua gentiment l'infirmière. Le docteur Patel est notre meilleur psychologue spécialisé en traumatologie. Elle aidera Emma à se sentir en sécurité. À travers la porte, June entendit la voix aiguë et confuse d'Emma. « Où est tonton Danny? Il n'aime pas les hôpitaux. Il dit que les médecins veulent voler nos secrets. » La réponse du docteur Patel était trop douce pour être entendue, mais son ton était mesuré et apaisant. June ferma les yeux, agrippée aux barrières du lit, tandis qu'un médecin examinait les bleus sur ses bras les marques des mains de Daniel. 2 heures s'écoulèrent, entre examens, perfusion et allées et venues des policiers pour les informer. Puis le détective Harrison est apparu, le visage grave mais satisfait. « On l'a eu », dit-il simplement.
La police d'État a interpellé Daniel sur une aire de repos près de la frontière. Il est en garde à vue. June s'affaissa de soulagement. Il parle? Il parle, et plus que cela, il a fait des aveux complets, répondit Harrison en s'asseyant. Il tente d'éviter la peine de mort en échangeant des informations contre la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Voici ce qu'il a admis. Daniel a avoué une addiction croissante à la pornographie, notamment aux jeunes filles. Il a affirmé que sa visite en maison de vacances, il y a 14 ans, n'était pas prévue. Il était passé par là en voiture et avait décidé, sur un coup de tête, d'arrêter. L'estomac de June se noua. Ces visites, imprévues, au fil des ans lui semblaient désormais sinistres. Il raconta avoir vu les filles jouer seules pendant que le mari de June faisait le ménage. C'était comme le destin, leur dit-il. Il s'approcha, prévenant les filles qu'on avait besoin d'elles de toute urgence, que l'oncle Danny les avait fait venir. Il leur promit une glace, et elles le suivirent rapidement, le considérant comme leur oncle. Harrison hocha la tête solennellement. Il les conduisit dans le bunker, qu'il préparait depuis des mois, même s'il affirmait n'avoir jamais eu l'intention d'emmener qui que ce soit. C'était juste un fantasme, dit-il. À travers la porte, June entendit Emma parler au docteur Patel. Je me souviens d'une dame qui chantait des chansons, mais oncle Danny dit que ce ne sont que des rêves. Des cauchemars qui disparaîtront si je vais bien. Harrison poursuivit ses aveux. Les deux filles furent d'abord enfermées dans le bunker, mais lorsque les autorités annoncèrent qu'elles fouilleraient toutes les propriétés familiales, Daniel paniquait. Il loua un garde-meuble climatisé à Millerville sous un faux nom et y installa les filles pendant 3 jours, le temps que sa propriété soit évacuée. June se sentait mal. Mes bébés étaient dans un garde-meuble, a-t-il pris soin de préciser, climatisé, comme si cela le disculpait. Les agents qui avaient fouillé sa propriété avaient à peine jeté un coup d'œil au bunker, il était muni d'un vieux cadenas et semblait abandonné. Personne ne se doutait de rien. Le docteur Patel sortit de la chambre d'Emma et s'approcha prudemment de June. Madame Morrison, Emma est stable, mais profondément traumatisée, dit-elle doucement. Elle présente des signes du syndrome de Stockholm, un conditionnement sévère. Elle n'arrête pas de demander Daniel, l'appelant son protecteur. Elle se souvient de fragments d'un passé révolu. À la prononciation de certains mots maman, maison, Sophie, son rythme cardiaque s'accélère, ses pupilles se dilatent. Les souvenirs sont là, mais enfouis sous 14 ans de programmation. Elle a mentionné une chanson qu'Una, elle l'entend parfois, mais oncle Danny dit que ce n'est pas réel. L'inspecteur Harrison s'éclaircit la gorge. Il y a autre chose à propos de Sophia. Daniel dit qu'elle ne s'est jamais adaptée comme Emma. Elle a essayé de s'échapper à plusieurs reprises, en vous demandant de ses nouvelles. 4 mois plus tard, alors que les recherches ralentissaient, elle a cassé le cadenas pendant qu'il était au travail et s'est enfuie dans les bois avant qu'il ne puisse la rattraper. June se couvrit la bouche à l'idée de sa courageuse fille de 7 ans courant à travers les arbres. Il a paniqué, l'a frappée avec une pierre et a dit que c'était un accident. Le haussement d'épaule d'Harrison était glaçant. Il l'a enterrée près de la maison de vacances, sachant que le sol riche en fer déjouerait les détecteurs de métaux. Il a même inclus sa thermos pour qu'elle soit identifiée lorsqu'on la retrouverait. Il a tout prévu pour qu'il suppose que les deux filles étaient mortes ensemble et arrête les recherches. Il a dit que c'était sûr. Un brouhaha dans le couloir attira l'attention de June. Marcus arriva, toujours en tenue de policier, le visage tiré. Lorsqu'il aperçut June, il se précipita vers elle. C'est vrai. Daniel, comment? June, mon propre frère, balbutia-t-il. L'inspecteur Harrison se leva. Je vous laisse en privé. Puis il marqua une pause. Madame Morrison, encore une chose. Nous avons trouvé du matériel dans la voiture de Daniel, des bâches, des pelles, de la soude caustique. D'après ses achats et ses déplacements, nous pensons qu'il prévoyait de tuer Emma ce soir. Vous lui avez sauvé la vie rien qu'en vous montrant. Ces mots s'installèrent sur eux comme un poids, sa fille était à quelques heures de la mort. June murmura, il l'a vieilli. Il a dit ça, il l'a fait vieillir, l'attirant. Le docteur Patel est revenu. Souhaitez-vous voir Emma? Nous l'avons légèrement endormie. Elle était agitée, mais elle est réveillée maintenant. Ils la suivirent jusqu'à la chambre d'Emma. Leur fille gisait dans son lit d'hôpital, paraissant petite malgré ses 18 ans. Elle les suivit du regard, mais ne la reconnut pas. Emma, dit doucement June, je suis ta mère et ton père. Emma fronça les sourcils.
Je n'en ai pas, oncle Danny dit que je suis spécial parce que j'ai besoin de lui. June retint ses larmes alors qu'elle s'asseyait au bord du lit et commença à fredonner la berceuse qu'Una qu'elle chantait tous les soirs quand Emma était petite, celle sur les insomnies et les bagues en diamant. Les yeux d'Emma s'ouvrirent légèrement, sa respiration s'accélérant. Cette chanson, murmura-t-elle. Je la connais, mais oncle Danny est furieux quand je la fredonne. June continuait de fredonner, tendant lentement la main vers Emma. Sa fille ne s'écarta pas, mais ne la serra pas non plus en retour au pas encore. De l'autre côté du lit, Marcus pleurait ouvertement. La femme de mes rêves chante cette chanson, murmura Emma, somnolente, sous l'effet de la sédation. La gentille femme qui sent les fleurs, mais elle n'existe pas, oncle Danny dit qu'elle n'existe pas. Elle est réelle, mon cœur, murmura June, je suis réelle. Les yeux d'Emma commencèrent à se fermer, mais June le sentit ou une légère pression de ses doigts, peut-être un réflexe ou un souvenir musculaire d'avant le bunker. C'était quelque chose. June continuait de fredonner la mélodie qu'Una, la même berceuse qui avait résonné pendant 14 années de nuit vide tandis que les machines bipaient doucement autour d'elle. La respiration d'Emma se calma, et chaque fois que June atteignait le refrain, elle ressentait à nouveau cette légère pression. Sa fille était là, quelque part, malgré des années de traumatisme et de conditionnement. Il faudrait du temps, peut-être des années, pour la retrouver pleinement, mais elle était vivante. Après 14 ans d'ignorance, de crainte du pire, Emma était allongée dans un lit d'hôpital, serrant de temps en temps la main de sa mère au rythme d'une chanson à moitié oubliée. À l'extérieur de la pièce, l'inspecteur Harrison, en coordination avec d'autres policiers, montait un dossier solide contre Daniel. Quelque part dans une cellule de la prison du comté, son oncle était assis, enchaîné, ses secrets sordides enfin révélés. Quelque part dans une forêt, les enquêteurs ratissaient encore le sol, s'assurant qu'aucune autre horreur ne gisait enfouie. Mais à ce moment-là, dans cette chambre d'hôpital, June tenait la main de sa fille et fredonnait doucement tandis que Marcus pleurait, et Emma flottait entre le sommeil et l'éveil, répondant à la voix de sa mère par la plus douce pression de ses doigts contre la paume de June.